Alors, on débute. Todd, ça va bien? Parfait. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Il y a présentement 2 personnes dans l'auditoire, mais il y a probablement peut-être d'autres personnes sur vidéo. Ça va être disponible. Donc, comme dit, il y a 4 personnes aussi disponibles actuellement sur YouTube. Alors, je pense que c'est une occasion importante pour nous de faire le point sur le dossier de l'eau potable. Alors, donc, une réunion extraordinaire. Je crois que c'est une des premières réunions extraordinaires que nous faisons depuis 4 ans. Et je pense que c'est important de le faire aujourd'hui pour les raisons que je vais vous mentionner un petit peu plus tard. Alors donc, on n'a pas de document, on n'a pas d'ordre du jour, mais l'ordre du jour va être à l'écran. Donc, l'ouverture de la séance, ça prend un proposeur et un secondaire pour l'ouverture de la séance, M. Blame, Mme Graham. L'adoption de l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, ce sera l'adoption du dernier procès-verbal. Je vais faire l'état de la situation par la suite. Si tu peux mettre Oui. Après ça, on va avoir 2 résolutions. On va avoir une autorisation de dépenses urgentes dans le cadre des mesures temporaires d'approvisionnement en eau potable. Puis, on va avoir un amendement à la résolution numéro 2025-05-177 pour la désignation des fonctionnaires pour appliquer les règlements municipaux. Et aussi une période de questions. Nous allons voir, même s'il y a peu de personnes dans l'assistance, on va permettre une période de questions après l'état de la situation, je crois. N'est-ce pas? Oui, parfait. Oui. Une précision, peut-être, Mme Bonichon. Selon ma compréhension, vu que c'est une séance extraordinaire, est-ce que les questions peuvent traiter de tous les sujets ou que les sujets qui se trouvent sur l'ordre du jour? Ça va être les questions seulement sur l'ordre du jour. Ouais. Merci. Bon, une bonne précision. Alors donc, est-ce qu'on adopte l'ordre du jour? Proposeur secondaire, Mme Auclair et Mme Lebel. État de la situation. Adoption du dernier procès-verbal. Ça me prend un proposeur secondaire. Mme Auclair et Mme Lebel. Ça nous amène à l'état de la situation. Comme vous le savez, Sutton est en alerte depuis lundi matin. Chaleur, pénurie d'eau, aussi risque d'incendie. Nous avons émis lundi matin un avis de restriction d'eau dans le secteur de la montagne. On a commencé par le secteur de la montagne puisque c'est le secteur qui est problématique, puis on le sait depuis 3 ou 4 ans. C'est là qu'on a potentiellement une pénurie d'eau dans des situations, ce qu'on appelle d'étiage, là, durant la période d'été, lorsqu'il y a peu de contribution d'eau dans les ruisseaux pour alimenter nos réservoirs. Ce qu'on a constaté, c'est évidemment la sécheresse. On a constaté aussi une augmentation très, très importante de la consommation d'eau en fin de semaine. C'est à des niveaux presque records. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de visiteurs, beaucoup de villégiateurs. Nos auberges, les campings étaient à plein. Il y a eu des événements au Mont-Sutton. C'est certain que ça nous a préoccupés en début de semaine de voir cette augmentation et essayer de diagnostiquer quelles étaient les causes de cette augmentation de la consommation d'eau. Le constat qu'on peut faire à l'heure actuelle, puis on est en train de documenter tout le processus, mais le constat qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est que ce sont des causes multifactorielles. C'est certain que la consommation, la sécheresse, les arrosages, la consommation d'eau à l'heure actuelle par ménage était très importante. Mais aussi, on a possiblement pensé qu'il pouvait y avoir des bris dans le système d'aqueduc. Et ça, évidemment, un bris dans le système d'aqueduc, là, il n'y a pas de système d'aqueduc parfait, il y a toujours des bris, mais parfois, il y a des bris plus importants que d'autres. Alors, on a voulu travailler sur l'ensemble de ces causes-là, et c'est ce que je vais vous expliquer. Les différentes actions que la Ville a prises, c'est vraiment de s'attaquer à toutes les causes potentielles de l'augmentation de la consommation d'eau. Mardi, compte tenu de la situation,
on a décidé aussi d'élargir la consigne au village parce que c'est important, vous allez le voir, nous avons puisé beaucoup d'eau dans la nappe phréatique du village pour pouvoir monter l'eau en montagne dans nos réservoirs. Donc, il fallait aussi donner un signal à la population que c'était important de protéger la nappe phréatique du village. Ce que nous avons fait, et nous avons étendu ça aussi à l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire, les gens se disaient, pourquoi faire ça à l'ensemble du territoire? Ce sont nos propres puits, etc. Mais je pense que ça a bien été expliqué hier dans un envoi par la Ville. C'est par solidarité. Je pense qu'on est tous, qu'on vive dans le village, à l'extérieur du village ou en montagne, on est tous préoccupés par la situation de l'eau potable à l'heure actuelle. C'est un espèce de signe des temps aussi qu'il y a des changements climatiques. Quand on y pense, depuis les 5 dernières années, on a vécu 3 années avec des problèmes de pénurie d'eau potable. Pas au niveau qu'on a vécu cette année, mais rappelez-vous, en 22-23, on a vécu des situations très difficiles avec des puits de surface qui étaient à sec, avec des gens qui avaient de la difficulté à trouver de l'eau, même dans leurs puits artésiens, étaient obligés de creuser plus profondément pour atteindre les nappes phréatiques à l'extérieur du village. Donc, c'est un défi collectif que nous avons à l'heure actuelle. Ce n'est pas seulement les gens de la montagne, et ça, je veux le préciser. Je pense que c'est un geste collectif de solidarité, qu'on doit vivre ça ensemble et qu'on doit trouver des solutions ensemble. Donc, mardi, nous avons étendu la consigne de réduction de l'eau potable au village et à l'extérieur du village. Et ça, dans le but de protéger les nappes phréatiques. Et ça, c'est important, on le répète depuis 3 ans. Protégeons la nappe phréatique du village à l'heure actuelle, qui est une très grande nappe phréatique, mais dans laquelle il ne faut pas abuser. Donc, on l'a fait aussi parce qu'à compter de mardi matin, on a commencé à transporter de l'eau du village. Donc, les camions que vous avez vus, les camions-citernes, prennent l'eau dans le village et les transportent dans nos réservoirs en montagne. Je vais vous donner des chiffres là-dessus et c'est quand même significatif, l'eau qui est puisée dans la nappe phréatique actuellement. Donc, ce qu'on a fait mardi, juste pour vous rappeler, on a interdit d'arroser les pelouses et les aménagements paysagers, y compris les installations qui sont nouvellement aménagées. Ce qui ne veut pas dire, là, puis souvent, il y a des gens qui ont pris ça à la lettre, que c'était impossible d'arroser un jardin. Non. En fait, on l'a mentionné, si vous prenez un arrosoir, si vous consommez votre eau prudemment, vous pouvez le faire. Idéalement, on l'a fait depuis 3 ans, là, on a vendu des bacs à eau pour recycler l'eau potable. Je vous incite à vraiment vous procurer ces barils d'eau. C'est dans des situations comme celles qu'on vit à l'heure actuelle, c'est vraiment la meilleure solution possible. Donc, on a interdit aussi de remplir les piscines. Puis malheureusement, quand on a fait des exercices d'inspection, on s'est aperçu qu'il y en a qui n'ont pas respecté les consignes puis rempli leur piscine. Mais c'est sûr on va en parler tantôt. On a augmenté le niveau d'inspection pour s'assurer que tout le monde suive les consignes. Donc, pas remplir les piscines, les spas et les bassins paysagers décoratifs. Interdiction de laver les véhicules, les entrées, nettoyer les rues, l'asphalte, les trottoirs, c'est pas le temps de faire ça. Les patios, les murs extérieurs des bâtiments. Comme je l'ai mentionné, il y a des inspections qui ont été effectuées. On a plusieurs employés à l'heure actuelle qui font des tournées de tous les secteurs du territoire, particulièrement la montagne puis le village, pour s'assurer qu'on respecte les consignes. Parce que sinon, on va donner des constats d'infraction, puis c'est des pénalités dans le règlement qu'on a passé récemment, qui concerne l'utilisation et la préservation de l'eau potable. Il y a des amendes, puis les amendes qui vont de 500 à 4 000 $ en cas de récidive. Puis on a l'intention d'appliquer ça et on ne sera pas... je pense qu'on va faire tout en notre pouvoir pour faire respecter les consignes. Mais il y a une interdiction aussi formelle, puis on s'est aperçu qu'elle n'est pas toujours respectée, c'est celle de ne pas faire de feu extérieur. On vit une situation à l'heure actuelle qui est vraiment critique au niveau des feux de forêt. Vous l'avez vu dans l'actualité, le Nouveau-Brunswick a des problèmes, Terre-Neuve a des problèmes, il y a des problèmes en Ontario. Au Québec, à l'heure actuelle, on est un peu privilégié, mais ce n'est pas vraiment le temps
de commencer à faire des feux de camp actuellement. Imaginez qu'en situation de pénurie d'eau, il n'y a personne qui souhaiterait qu'il y ait un feu de forêt ici à Sutton. Hein? C'est pas mal évident. Quand on met de l'eau dans nos réservoirs, c'est pas seulement pour assurer la sécurité des citoyens à l'heure actuelle et des résidents de la montagne, mais c'est pour s'assurer qu'on a une marge de sécurité pour éteindre des incendies, que ce soit des incendies de résidence ou des feux de forêt. Il faut qu'on ait une capacité, puis ça, c'est selon la réglementation des incendies, il faut toujours avoir une marge de sécurité. On a fait appel à la collaboration des résidents, des citoyens et citoyennes, et puis vous avez répondu. Et ça, je veux remercier particulièrement les gens de la montagne, parce qu'on s'est aperçu encore hier soir que la consommation d'eau durant la période de la nuit, de 8 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin, était pratiquement inexistante, à part vraiment du minimum du minimum qui a été utilisé. Les gens ont répondu. Donc, merci, vous avez écouté les consignes et je pense que c'est comme ça qu'on va passer à travers. Et puis, j'aimerais le répéter pour ceux qui ont des puits autonomes, protégez votre propre puits aussi. Je pense que c'est important d'observer, dans la mesure du possible, les consignes à l'heure actuelle pour pouvoir justement protéger, gérer vos propres risques et protéger votre propre puits. Un élément que je veux souligner, c'est que depuis lundi, le personnel de la Ville s'est mobilisé pour gérer les risques. Premièrement, il faut mentionner que la Ville, on est à effectif réduit. Le directeur général est en vacances, le maire est en vacances. Beaucoup de notre personnel, je dirais 30 ou 40 % de notre personnel est en vacances à l'heure actuelle. Donc, on est à effectif réduit. Par contre, toute la Ville s'est mobilisée sur cet enjeu-là à l'heure actuelle. C'est l'enjeu le plus important et toutes nos ressources sont dédiées à la gestion du risque que nous avons à l'heure actuelle et qui va persister durant les prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour gérer les risques? Plusieurs éléments, puis je voudrais les mentionner. On a optimisé la gestion des 3 réservoirs en montagne où on accueille les eaux des ruisseaux qui proviennent des lacs de tête. Les 3 réservoirs, il faut les gérer. On a 2 réservoirs qui accumulent l'eau, puis on a un autre qui traite l'eau potable, mais qui accueille aussi une partie de l'eau par ruisseau. Donc, on a réellement protégé, on a vraiment optimisé la gestion de nos 3 réservoirs. Ce qu'on a fait, on a ouvert aussi la vanne du lac Mud. Le lac Mud, c'est un des lacs avec le lac Spruce et d'autres lacs qui alimentent nos ruisseaux. Normalement, on n'ouvre pas les vannes. Là, on a ouvert la vanne pour pouvoir diminuer le niveau de l'eau du lac Mud pour donner plus d'eau dans le ruisseau puis nous permettre donc d'emmagasiner plus d'eau dans notre réservoir Mud. Et ça, c'est une des premières fois qu'on fait ça à l'heure actuelle. Puis, quand je parle de ce on est en train de documenter, c'est que c'est un élément important, puis ça nous donne des indications sur les quantités d'eau qu'il y a dans le lac Mud qui peut nous aider en situation d'urgence. L'autre élément, c'est qu'on a conclu une entente avec la firme Transport Éric Ouimet. Vous avez probablement vu ces gros camions citernes-là. C'est une entreprise de Valcourt qui est spécialisée dans le transport de l'eau. Et on a conclu donc une entente avec eux. Et c'est une des raisons, puis je vais l'expliquer par la suite, une des résolutions, c'est que dans l'entente que nous avons avec Transport Éric Ouimet, il faut payer le plus rapidement possible, sinon on n'a pas de service. Donc, on est obligé aujourd'hui de tenir cette assemblée extraordinaire. À titre d'exemple, hier, mercredi, dans une seule journée, il y a eu 16 transports d'eau qui ont été effectués entre le village et les réservoirs en montagne. Puis ça ne comprend pas un camion de pompiers qui a fait à peu près 7 ou 8 transports également d'eau du village. Donc, ce que ça signifie, chaque camion, juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 8 000 gallons américains par voyage. C'est 128 000 gallons qui ont été épuisés dans la nappe phréatique du village en direction des réservoirs de la montagne. La bonne nouvelle, c'est que, évidemment, on fait le monitoring du niveau du puits Académie, entre autres, et de la nappe phréatique. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est aperçu que même si on puisait autant d'eau dans notre nappe phréatique,
une fois que les camions étaient remplis, le niveau du réservoir revenait à la normale. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça confirme en fait les études qui ont été faites. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on avait fait des études pour évaluer le niveau de recharge, la capacité de recharge de la nappe phréatique. Et on s'est aperçu que, oui, même si on pompait l'eau à l'extérieur puis on perdait de l'eau, le niveau de la nappe phréatique revenait à son état normal très rapidement. Donc, c'est ça qu'on a vu hier, 160 000 gallons d'eau qui ont été puisés, et on s'est aperçu que quelques heures plus tard, notre niveau était toujours revenu à la normale. Nous allons continuer d'utiliser les services d'Éric Ouimet Transport tant que nos réservoirs n'atteindront pas un seuil sécuritaire. Je l'ai mentionné, seuil sécuritaire pourquoi? Premièrement, pour assurer notre approvisionnement en eau pour les résidents à l'heure actuelle, et deuxièmement, pour avoir une marge de sécurité nécessaire pour combattre les incendies potentiels, que ce soit des incendies de résidence ou des feux de forêt. L'autre élément aussi, c'est que, puis c'est important de le mentionner, c'est que je pense qu'on a été une des municipalités qui est le plus durement touchée, mais on n'est pas la seule. Il y a plusieurs municipalités qui font appel aux services de transport d'eau potable à l'heure actuelle. Mais je pense que je dois féliciter les gens de la Ville d'avoir réussi à obtenir des services d'Éric Ouimet, justement de s'assurer qu'on puisse avoir cette disponibilité-là. Et on a une entente donc avec eux pour faire en sorte qu'on puisse les utiliser jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin de le faire, jusqu'à temps que nos réservoirs soient à un niveau vraiment optimal. L'impact budgétaire est important. Je pense que c'est important de vous le dire en termes de payeurs de taxes. Chaque transport coûte environ 1 000 $. Ça varie, mais on parle entre 900 et 1 000 $ grosso modo. Il y a des effets volumes qui jouent en ligne de compte, dépendamment si l'eau est prise ici ou pas, mais le chiffre que je vais vous donner à peu près, c'est 1 000 $ par transport. Donc, à ce jour, seulement hier, c'est à peu près 16 000 $ qu'on a dépensé. Puis quand on regarde à date, on a dépensé sur un budget de 51 000 $, on a dépensé à peu près la moitié, soit à peu près 22 000 $, 25 000 $, grosso modo, pour différents travaux qui ont été effectués, non seulement le remplissage d'eau, mais les travaux, par exemple, sur les bris d'équipement, les bris de canalisation. Donc, à peu près 50 %. C'est un budget, ça, qui est prévu, qui est un budget d'imprévu, qui est prévu dans notre budget. Donc, on avait une allocation de 51 000 $. On est rendu à la moitié. Et l'idée, c'est qu'on pense qu'on va être obligé de dépenser, en tout cas, il faut imaginer que nous allons dépenser 100 % de cette somme-là au cours des prochains jours. Nous allons retenir les services des camions-citernes jusqu'à la fin de semaine. Donc, encore demain, il va y avoir du transport d'eau. Puis on va voir selon les réactions, selon les niveaux de consommation, on va voir si on en a encore besoin ou pas. En su, on a une réserve, on a différentes réserves, puis je sais qu'à chaque présentation du budget, on a des critiques sur des fonds réservés que nous avons pour plusieurs éléments, comme les travaux publics, mais on en a un fonds aussi dédié à l'aqueduc. Dans ce fonds-là, il reste presque 57 000 $. Pour être plus précis, 56 985 $. Et donc, on demande au Conseil d'autoriser, d'aller puiser dans le solde de la réserve aqueduc pour pouvoir, si jamais on en a besoin, possiblement qu'on n'en aura pas besoin, mais si on en a besoin, on veut pouvoir donner à l'administration la possibilité d'aller chercher de l'argent sans convoquer une réunion extraordinaire du Conseil, parce que je ne pense pas qu'on veuille, en situation d'urgence, commencer à organiser des réunions extraordinaires. Donc, je l'ai mentionné, la réunion extraordinaire était organisée pour permettre le paiement des honoraires à transport Éric Ouimet dans un délai de 48 heures. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, eux. Et le fonctionnement de la Ville, c'est pas ça, c'est que ça prend environ 40 jours et plus pour payer finalement nos fournisseurs. Et donc, ce n'était pas possible de retenir les services de transport Ouimet. Et c'est ce qu'on a décidé de faire, donc, c'est de pouvoir faire une entente gré à gré avec eux et de pouvoir les rémunérer pour les services rendus. Parce que sinon, ils n'accepteraient pas de faire ce travail-là à l'heure actuelle, puis iraient vers d'autres villes qui en ont besoin.
Donc, la gestion des risques, c'est tous ceux que je vous ai mentionnés, mais aussi identifier des fuites d'eau. Et puis, on en a eu une importante qu'on a identifiée, celle sur le chemin réal, entre autres, au Mont Sutton. Et on l'a identifiée très rapidement. Et là, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu l'isoler, cette canalisation-là, de sorte qu'il n'y a aucun impact pour les citoyens, pour les résidents de Val-Sutton. On a pu fermer les valves et donc faire en sorte qu'ils soient alimentés de façon continue et puis de cesser, donc, qu'il y ait de l'eau dans cette canalisation-là pour ne pas perdre. Et on s'est aperçu tout de suite rapidement que ça avait un impact positif sur l'état du niveau de l'eau dans le réservoir. Donc, vous voyez plusieurs éléments. Je pense qu'on a vraiment utilisé au maximum nos ressources humaines, matérielles, financières. Et c'est pour ça que je veux mentionner le travail exceptionnel des employés. Les employés de la Ville ont fait un travail, je pense, durant les 3-4 dernières journées assez exceptionnel. Puis en raison des vacances, le fait d'être en nombre limité, évidemment, ça a amené aussi une perturbation sur les activités normales de la Ville. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des retards sur d'autres activités. Mais je veux mentionner quelques personnes, je pense que c'est important de le faire, qui ont géré de façon de main de maître, à mon sens, une situation d'urgence à l'heure actuelle. Elisabeth Date, qui est là. Elisabeth est directeur général par intérim. Elle pensait passer 2 semaines presque de vacances, mais je crois que c'est une formation exigeante de gérer des situations de mesure d'urgence, mais je pense qu'elle l'a très bien faite avec notre directeur des travaux publics, Yvan Giroux, nos spécialistes en eau. Je vais mentionner aussi Isabelle Capmas, qui a fait un travail, je pense aussi en termes de communication et d'information. Tous les citoyens, vous avez reçu, ceux qui sont abonnés à notre système d'information, vous avez reçu des messages téléphoniques, vous avez reçu des courriels aussi pour indiquer. Et si vous avez accès donc au nouveau site web, vous avez vu vraiment beaucoup d'informations sur la situation d'urgence et puis sur les consignes. Puis je pense que c'est en bonne partie grâce à l'information et à la communication que les consignes ont été acceptées et intégrées par la population. Il y a Geneviève Bonichon aussi, qui est notre greffière, qui travaille incessamment là-dessus avec tous les gens du personnel de sécurité incendie. Cette année, donc, c'est une situation extrême. Mais je pense qu'il faut prendre pour acquis que c'est des situations qui vont perdurer et possiblement même devenir encore plus difficiles à gérer. Je pense que ça nous amène une réflexion très importante ici à la Ville sur nos mesures d'urgence. Il va falloir revoir nos mesures d'urgence. Il va falloir mieux documenter aussi ce qui se passe dans nos réservoirs. Je pense que là, quand on pose des questions, c'est quoi le niveau de nos réservoirs, c'est quoi le pourcentage, c'est comment le pourcentage de remplissage, etc. C'est beaucoup de données. On a beaucoup de données, mais on n'a pas nécessairement les données essentielles pour prendre des décisions. Alors, je pense que c'est chaque crise, il y a un beau côté à chaque crise, c'est qu'on apprend beaucoup d'une crise. Et on est en train, je pense, d'apprendre beaucoup sur la gestion du risque de l'eau potable en montagne particulièrement, et même dans le village. Dernier élément que je veux mentionner, la consultation publique sur notre proposition de révision du plan d'urbanisme. Ça se déroule ce mois-ci et le mois de septembre. C'est une occasion en or de mieux évaluer les choix de développement. Il y a un choix de développement, il y a le moratoire qui a été décrété en montagne. Puis je pense que je l'ai dit dans La Voix de l'Est ce matin, dans l'article de La Voix de l'Est. Là. C'est une des choses, c'est une des décisions, je pense, qui était difficile à prendre, mais qu'on est, je pense, fiers en termes d'administration d'avoir pris, d'avoir décrété un moratoire, un gel de la construction résidentielle en montagne, tant qu'on n'a pas trouvé une solution permanente, puis tant qu'on n'a pas collectivement pris une décision sur ce qu'on va faire. Parce que la décision, dans le fond, il va falloir qu'on en discute publiquement. On a fait des études techniques. On sait fort bien que ça va coûter à peu près au moins minimum 20 millions de dollars pour monter l'eau en montagne. C'est sûr qu'avec un budget de 16 millions de dollars annuels, la Ville n'a pas les capacités financières pour faire ça. Donc, ça va exiger une stratégie financière. À l'heure actuelle, on a donné un mandat à une firme, Raymond Chabot, Grant Thornton, RCGT, qui va faire
une planification stratégique financière pour voir les possibilités de financement avec la collaboration des gouvernements, mais avec la collaboration des promoteurs privés aussi, parce que c'est sûr que ce ne sera pas la Ville qui va financer à 100% le développement d'un système de canalisation d'eau qui va amener l'eau de la nappe phréatique vers la montagne. Donc, c'est une occasion qui s'offre à nous. Il y a des réunions publiques qui sont prévues le 28 août sur le projet du Vieux-Verger. Il y en a une autre le 11 septembre sur le plan d'urbanisme. Puis, entre-temps, tout le monde peut demander des rencontres avec le service d'urbanisme, justement, pour faire connaître leur point de vue. Donc, c'est une très bonne occasion, je pense, de poser un jugement sur ce qui se passe à l'heure actuelle et puis de voir les conséquences de la situation actuelle dans l'avenir par rapport au développement qui est souhaité pour le village. Alors, ça fait le point sur l'état de la situation. Si vous avez des questions, je vous invite à aller au micro et à poser vos questions. On va demander aux citoyens s'ils ont des questions. Bonjour, merci. Dans le fond, j'avais une question par rapport à les avis publics sur le site Internet. Il manque celui du 16 juin du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Il est comme pas là. Puis je me demandais juste pourquoi, là. Je sais qu'on peut trouver le procès-verbal imprimé ici même. Et c'est ça? Ah, pas le procès-verbal, mais le... C'est l'avis public ou vous parlez du document du plan d'urbanisme? Je parle de l'avis public. L'avis public n'est pas là. Pour les consultations? Pour le procès-verbal du comité consultatif daté du 16 juin, parce qu'il est évoqué dans la dernière séance. OK, mais on a décidé que les questions ne portaient que sur les questions d'eau potable. Non, on a décidé que ça portait sur... sur l'ordre du jour. L'ordre du jour, vous adoptez la séance dernière, puis dans la séance dernière, il y a ce point-là de l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme daté du 16 juin. Donc, je voulais savoir où était l'avis de cette séance. Dans le fond, vous parlez c'est le comité de consultation d'urbanisme que vous parlez? Oui, c'est ça. C'est marqué procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Donc, j'imagine que oui. Il va être mis sur le site Internet. Il doit avoir juste un retard actuellement, en fait, mais il est toujours mis sur le site. C'est juste que, dans le fond, on a eu la séance la semaine passée. Habituellement, on fait les publications dans la semaine qui suit. C'est juste que je vous avouerai que cette semaine, mon attention a été un peu occupée à faire d'autres choses que de publier le procès-verbal, mais ça va venir sous peu. C'est juste que j'avoue que cette semaine, j'ai mis quelque chose de côté pour traiter la situation actuelle, mais ça va être publié là, incessamment. C'est juste une question de... J'ai priorisé la pénurie d'eau plus que le procès-verbal. Je comprends, mais ça date quand même du 16 juin, là. Bien, en fait, on a adopté le procès-verbal à la dernière séance, le 6 août. Fait qu'habituellement, on fait la publication. Elle était déjà passée du 16 juin. Elle datait du 16 juin, le procès-verbal. Oui, je comprends, mais on l'a publié tout le temps après l'adoption dans la séance. Fait qu'en fait, faut l'adopter en séance en premier, puis après ça, on le rend public, tout simplement. Fait qu'habituellement, c'est après la séance que moi, je le rends. Voilà, c'est juste pour ça. Il y a Mme Graham qui veut ajouter. Merci. Et juste une question de précision, selon ma compréhension, la publication pour le CCUDD ne sont pas soumis à la processus d'avis public. Il n'y a pas un avis public pour vous informer. Ah, maintenant c'est sur le site web. C'est simplement publié sur le site web. Donc, il n'y a pas d'avis public pour ce document-là. Mais il y a un avis public pour la séance du procès-verbal, parce que c'était une séance qu'il y a eu le 16 juin. Fait que madame a dit qu'elle va le publier. Ben oui, ils sont tous publiés. D'accord. Puis, je voulais savoir, ben là, à moins que... Parce que là, on n'a pas passé au travers tous les points, mais la séance de questions est maintenant. Je voulais savoir quelle est la fameuse résolution 2025-05-177. C'est quoi? Je peux vous expliquer ce qui va être adopté. En fait, c'est que dans celle qui est adoptée en 2025, c'est qu'on est venu nommer des fonctionnaires qui peuvent appliquer, en fait, les règlements.
Donc, habituellement, entre autres, les inspecteurs d'urbanisme ont accès à appliquer toute la réglementation. Puis, on avait spécifié dans la résolution que on avait certains fonctionnaires qui pouvaient appliquer les règlements au niveau de l'eau. Puis, les gens à la caserne pouvaient également appliquer là, tous les règlements par rapport au feu. Dans une situation comme actuelle où, justement, on n'a pas beaucoup d'effectifs là, à l'hôtel de ville, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre la charge de faire des patrouilles pour s'assurer que les gens n'arrosent pas leur gazon, remplissent pas leur piscine, pour seulement quelques personnes. Donc, on va agrandir les pouvoirs pour que les gens de la caserne puissent également appliquer la réglementation sur l'eau, tout simplement. OK. Donc, c'est des fonctionnaires d'ici, là. Exactement, oui. Oui. Est-ce que je peux vous demander votre nom? Ah oui. Toulassy Lessard. Merci. Pierre Ladouceur, résident sur Maple, dans la montagne. Et je félicite tout le monde qui ont contribué à cette panique, surtout le fait que c'est tout le monde qui cherche la solution, c'est pas juste les gens de la montagne. Parce que j'avais peur qu'on ait deux sortes de citoyens, les citoyens de la montagne et les citoyens du village, ce qui aurait créé une division entre les deux. Et ça, c'est vraiment pas bénéfique pour personne. Ça fait que ça, c'est tout bon. Et j'aime les procédures qu'on prend, mais ça me semble être des procédures band-aid, à savoir que c'est des petits gestes qu'on pose pour essayer de sauver. Mais le gros problème, ma perception, c'est qu'on n'a pas de l'eau dans la montagne, puis là, on y prend en camion, mais ce n'est pas une solution à long terme. Vous y avez adressé avec le dernier point que vous avez fait dans votre discours, qui est le 20 millions pour prendre de l'eau du village puis la monter là. C'est la première fois que j'entendais parler du 20 millions. Je l'ai lu ce matin dans La Voix de l'Est, et c'est pour ça que je suis venu. Oui. 20 millions face à ces problèmes qui vont perdurer. On va en avoir d'autres. On a eu en 2022, 2023, là on est en 2025, on va en avoir d'autres. Je vous encouragerais à communiquer davantage sur nos solutions pour le long terme. Oui. Les camions, on peut acheter des camions puis monter de l'eau, mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y a d'autres solutions et est-ce qu'il y a d'autres solutions moins coûteuses que le 20 millions? J'avais entendu dire, moi, des 10 millions dans le temps. Oui, mais je finis là-dessus, monsieur. Oui, je finis là-dessus en disant, on a besoin de la montagne. Moi, j'ai un commerce ici qui fonctionne parce qu'on a la montagne puis ça tire du monde. Ça fait qu'on a besoin. Et je voudrais savoir qu'à long terme, on est en train de prendre des bonnes procédures. Oui. Bien, merci. C'est une bonne question. Puis, je prendrai juste votre nom, monsieur. Pierre Ladouceur. Pierre Ladouceur. Oui. Bien, monsieur Ladouceur, je vous dirais, je vais répéter ce que je dis depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans que je répète ces messages-là. Première décision qu'on a prise ici lors de l'élection de novembre 2021, c'était de créer un comité d'experts sur les questions d'eau pour regarder toutes les solutions. On a retourné chaque pierre possible pour trouver des solutions d'eau. On a donné des mandats par la suite à des firmes d'ingénierie pour trouver des solutions. On en a parlé régulièrement. On a eu des conférences de presse là-dessus. Vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville. Vous allez voir tous les documents qui ont été produits. Effectivement, il y a eu plusieurs options qui ont été étudiées, dont une option à 10 millions en phase 1, parce que je pense que c'est important, qui était l'idée d'alimenter jusqu'à la moitié, à peu près grosso modo, de la montagne de Maple, et puis effectivement de faire une phase 2 par la suite, et puis de faire une optimisation des systèmes à l'heure actuelle, de pouvoir alimenter une partie de la montagne via la nappe phréatique du village. Donc, il y a eu cette option-là, 10 millions. Quand on l'a regardé pour différentes solutions, ça ne réglait pas le problème comme tel de développement, pas particulièrement de Mont-Sutton par rapport à ce que vous dites. Moi, je l'ai dit publiquement, c'est sûr que Mont-Sutton, les activités récréatives de Mont-Sutton, c'est le pain et notre beurre ici à Sutton. Donc, il faut trouver une solution. Mais les solutions ne sont pas faciles à trouver. Parce que même si techniquement, on a une solution à 20 millions qui date probablement de 18 mois, donc il faut s'imaginer que ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui, parce qu'il faut non seulement faire des canalisations, mais construire des surpresseurs pour pouvoir
amener l'eau du village à 500 mètres ou 400 mètres, finalement, du village. Donc, il y a des coûts importants de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on a donné des mandats. Et ça, tout ça, c'est public. On a donné un mandat il y a à peu près, je pense, 3-4 mois à RCGT pour faire une stratégie financière et essayer de voir, parce qu'actuellement, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de programme gouvernemental qui va permettre de financer à la hauteur de 50-60% des travaux de ce type-là. Donc, il faut qu'on ait une réflexion. On est en train de le faire à l'heure actuelle, mais c'est clair que la solution que j'ai mentionnée aujourd'hui est une situation de mesure d'urgence. Ce n'est pas une solution permanente. Clairement, c'est évident. On dit la même chose. Je voulais juste être on record que je pense qu'on aurait avantage à communiquer davantage sur ce sujet. C'est le gros sujet. Oui, il y a d'autres problèmes et tout, mais il y a des décisions qui doivent se prendre du côté des citoyens. Oui. Puis qu'on hésite parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir résoudre ce problème. Je veux juste dire, oui. Je ne chercherai pas la solution ce matin. Non, mais la solution était pour nous, a été claire que c'était un moratoire sur la construction résidentielle tant qu'on n'a pas trouvé une solution permanente. Ça, c'est la première décision qui a été prise. Puis, à ma connaissance, c'était une décision qui a été acceptée par la majorité de la population à l'heure actuelle. Deuxièmement, je pense que, je l'ai mentionné, l'exercice du plan d'urbanisme, si vous avez lu les documents, je vous invite à lire les documents qui sont vraiment très bien faits, non seulement le document principal qui a 80 pages ou environ, il y a un résumé, il y a aussi un communiqué de presse qui explique les différences, puis quels sont les enjeux en termes de développement résidentiel, développement économique du village. Toutes sortes de mesures qu'on annonce là-dedans. Je pense que c'est à la population, justement, d'en prendre connaissance et puis de participer avec nous à l'élaboration du prochain plan, parce que c'est une proposition qu'on fait, qu'on dépose, puis les gens sont invités à communiquer, à donner leur impressions. Et donc, nous allons faire ce que la population souhaite au bout de la ligne. C'est à nous à tirer les grandes conclusions de la consultation publique qui va se faire au cours des 2-3 prochains mois. Madame, allez-y. René Larouche, merci pour tout ce que vous faites. J'habite à l'Office municipal d'habitation. Et hier, il y a un de nos voisins qui était complètement paniqué parce qu'il avait entendu à la radio ou à la télé, je ne sais pas. J'ai eu la misère à le comprendre parce qu'il est anglophone, mais difficile. Et selon lui, selon ce qu'il avait entendu, samedi qui vient, Sutton coupe l'eau partout. Non. Alors, c'est vraiment par hasard que je me retrouve ici, parce que là, je ne savais pas trop où m'adresser, mais là, je suis là et je vous écoute. Il n'y a pas question de couper l'eau, absolument pas. Au contraire, comme je dis, on est en train de remplir les réservoirs pour justement assurer la sécurité d'approvisionnement. Puis dans le village, c'est clair qu'on ne coupera pas l'eau, absolument pas, au contraire, là. Alors, c'est de la désinformation. Je n'ai pas vu ça nulle part, personnellement, non plus sur les réseaux sociaux ou autrement. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Mme Lebel a une question. Bien, en fait, j'ai une recherche de solution. Pour ce qui concerne tous les secs, il est ouvert. Pour ce qui concerne les secteurs où il n'y a pas de... En fait, on a des puits. Ce qui me venait ce matin, et j'aimerais ça que, M. le maire, ça soit peut-être validé. Je ne sais pas si c'est une solution qui peut aider, mais on a, dans les dernières décennies, ça n'entend rien. Est-ce que ça fonctionne? Oui, merci. Pour les secteurs qui ont des puits, la réflexion qui me vient, c'est qu'actuellement, il y a certains ruisseaux qui sont à sec,
j'ai même, je sais pas vous, mais trouvé quelques poissons morts. Tous les étangs qui ont été construits dans les dernières décennies, qui sont construits dans les ruisseaux, est-ce que c'est possible qu'ils puissent lever les dames ou les barrières qui fait en sorte qu'il y a de la rétention d'eau? Marie-Josée, je ne sais pas si toi, tu peux... En tout cas, est-ce que ça peut être validé? Parce que quand même, c'est de la rétention d'eau. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'étangs sur le territoire. Ce sont des sources d'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ou agir à cet égard? Merci. Merci. Alors, donc, ça met un terme à la période des questions. Nous allons passer tout de suite au prochain point, qui est... Madame... Ah, pardon. Oui. Je ne suis pas certaine que de ouvrir des vannes dans certains réservoirs comme ça, là, ça va nécessairement amener de l'eau dans les résidences qui sont en avant. Ça risque d'amener des problèmes d'érosion. Oui, mais ça risque d'amener des problèmes d'érosion plus que d'autres choses. Là. Puis ça s'en va de toute façon dans OK, on va prendre en délibéré cette suggestion. Alors donc, prochain point, c'est l'autorisation de dépenses urgentes dans le cadre de mesures temporaires d'approvisionnement. Donc, c'est considérant que la Ville fait face à une période de grande chaleur et de sécheresse depuis plusieurs jours, considérant que les réserves d'eau du réservoir qui alimentent l'aqueduc du secteur montagne sont passées sous le seuil critique durant la fin de semaine, à cause d'une consommation anormalement élevée et d'une fuite dans le réseau d'aqueduc, considérant qu'il est nécessaire que des camions-citernes d'eau effectuent des rotations d'approvisionnement du réservoir principal afin de maintenir le débit, considérant que le fournisseur exige le paiement de ses factures avant la prochaine séance. Il est donc proposé et appuyé d'autoriser la trésorière à effectuer les paiements de factures du fournisseur d'eau sur réception de celle-ci à hauteur du budget de fonctionnement présentement disponible, qui est autour de 50 000 $, d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de toute autre facture nécessaire au règlement de la situation actuelle et d'autoriser la trésorière à affecter l'excédent affecté à l'aqueduc afin de pourvoir aux dépenses qui dépassent le budget de fonctionnement. Donc, évidemment, si nécessaire, si ce n'est pas obligatoire, si on règle le problème à court terme, donc on n'aura pas besoin d'aller dans le solde de la réserve aqueduc. Donc, qui propose second? Mme Auclair et Mme Lebel. Donc, est-ce qu'on est d'accord sur le libellé? D'accord? Oui. Et juste une question, donc, si je comprends bien, M. le maire, cela veut dire que si jamais, on espère bien que ce n'est pas le cas, que ça dépasse, les besoins dépassent. 50 000 $ qu'on a mentionné dans le budget actuel. Mais aussi la réserve, les fonds... à ce moment-là, on irait dans les réserves. Oui, et puis si jamais ça dépasse la réserve, là, et c'est à ce moment-là, on retourne... Bien sûr. Oui. OK. Absolument, bien sûr. Mais là, l'idée, c'est de donner l'autonomie à l'administration d'être capable d'effectuer des paiements en situation d'urgence. Ça va? Ça nous amène au prochain point, qui est l'amendement à la résolution pour la désignation des fonctionnaires pour appliquer les règlements municipaux. Alors, encore là, les considérants, c'est que, je n'ai pas besoin de répéter, je pense que la plupart des considérants sont les mêmes, sauf que le 12 août, on a publié un avis interdisant plusieurs utilisations d'eau potable afin de protéger la ressource et une nouvelle interdisant tout feu extérieur, feu à ciel ouvert, feu avec part étincelle, feu d'artifice. Et considérant que la situation actuelle a démontré qu'il est pertinent de permettre une rotation du personnel lorsque l'administration est mobilisée par une situation critique et qu'elle doit prévoir une surveillance accrue de l'utilisation de l'eau potable et des feux extérieurs. Donc, il est résolu d'amender la résolution 2025-05-177 qui s'intitule « Désignation des fonctionnaires pour appliquer les règlements municipaux afin d'augmenter le personnel autorisé à intervenir dans l'application des règlements relatifs à l'eau potable et aux eaux usées et à inclure les personnes occupant les postes de, et là vous avez la ventilation du personnel, contremaître en gestion des eaux, opérateur traitement des eaux et épuration des eaux usées, technicien municipal des travaux publics et des immobilisations, chargé de projet des travaux publics et des immobilisations, directeur de la sécurité publique, directeur adjoint de la sécurité publique, technicien en prévention incendie, lieutenant préventionniste, lieutenant étudiant en sécurité incendie,
comme des personnes ainsi autorisées à appliquer les règlements spécifiques de la Ville. Et ça, c'est nécessaire, donc, si on veut donner des contraventions, parce que là, il faut documenter les contraventions en prenant des photos, etc., etc. Donc, ce sont ces gens-là qui n'étaient pas normalement prévus pour faire ce genre d'inspection-là, parce qu'on va organiser, comme je l'ai dit, des rotations du personnel pour faire le tour du territoire, pour s'assurer, donc, que nos consignes soient respectées. Qui propose second? M. Blain et Mme Lebel. Donc, oui, allez-y. Si. Donc, je note, en considérant qu'on parle qu'on doit prévoir une surveillance accrue de l'utilisation de l'eau potable et des feux extérieurs, et dans la résolution, il est résolu d'amender la résolution afin d'augmenter le personnel autorisé à intervenir dans l'application des règlements relatifs à l'eau potable. Est-ce que ces règlements, c'est compris que ça inclut les réglementations qui traitent des feux extérieurs et, par exemple, les feux d'artifice? En fait, j'en ai parlé avec le directeur adjoint de la sécurité publique, puis dans le fond, pour faire la sécurité pour les feux d'artifice et tout ça, on conserve le pouvoir seulement pour la sécurité publique, bon, parce qu'il y a des enjeux un peu particuliers, mais on ajoute les gens de la sécurité publique pour intervenir pour le règlement d'eau. Ouais. Fait qu'en ce moment-là, ça leur permet de faire, pendant qu'ils font les tournées pour les feux, bien, s'ils voient, par exemple, l'arrosage, bien, ils ne sont pas obligés de dire « Ah, bien, moi, je peux intervenir seulement pour le feu, je ne peux pas intervenir pour l'eau. » Voilà. Merci pour la clarification. Parfait. Alors, ça va pour cette résolution. Ça nous amène, je pense, le dernier point, qui est la levée de la séance. Donc, qui propose second? Mme Graham et M. Blain. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre présence. J'aimerais juste inviter les citoyens, en fait, à partager que si vous avez des questions puis des besoins de clarification tout au long du processus, on vous invite à communiquer avec nous. Nous, on fait des mises à jour à tous les jours de la situation, puis ça nous permet de clarifier certains points. Hier, on a constaté que, bon, au niveau de l'arrosage à la main, etc., il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour nos citoyens. Donc, nous, ça nous permet vraiment de donner l'heure juste au fur et à mesure, puis de ne pas laisser de flou, puis de vous informer le plus possible. Merci. Merci, Elisabeth. Puis félicitations encore à toute ton équipe. Tu peux transmettre à ton équipe. Merci beaucoup.